particulier. Donc, c'est intéressant de comprendre comment les clés de l'amélioration continue aussi peuvent nous aider. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à développer tout le long de cette heure. Vous allez voir par la suite que nous allons avoir des moments interactifs. Vous allez pouvoir participer à ce webinaire. Ce que je vous recommande, mais c'est déjà fait pour tout le monde, c'est bien de mettre tous vos micros en muet, d'une part, de ne pas activer vos caméras, et enfin, de pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire dans le module de conversation. Le module de conversation, c'est le module qui se trouve à côté des petits bonhommes de la réunion. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez poser vos questions et à la fin du webinaire, avec Laurent, on se fera un plaisir d'y répondre aux différentes questions qui auraient lieu pendant toute cette présentation-là. Voilà. Laurent, je te laisse aussi également introduire le webinaire de ton côté. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Laurent Boisseuil. Donc, je suis consultant. Démuer ton micro. Tu m'entends pas? On m'entend pas? Allô? Si, on entend. Ah, c'est Pascal qui ne m'entend pas alors. Bon. Merci. Donc, oui, je disais, donc, je suis Laurent Boisseuil. Je suis consultant senior à Progress Partner depuis maintenant 2 ans. Effectivement, le webinaire qu'on vous fait aujourd'hui, il intervient dans une situation de crise et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est bien le moment pour l'amélioration continue? Alors, on va y répondre. Nous, on pense que effectivement, c'est un moment peut-être clé parce que vous êtes soumis à des problèmes, à des situations que vous n'avez jamais vécues, et ça va entraîner tout un tas de modifications également, des manières de travailler, des besoins des clients, etc. Donc finalement, dans une période qui pourrait paraître pas forcément la plus faste pour démarrer une démarche de transformation des entreprises, finalement, c'est peut-être le bon moment. Peut-être par nécessité, plus que dans des périodes plus calmes. Mais l'idée, c'est quand même de vous donner effectivement quelques clés, comme le disait Pascal, pour mettre en place ce qui va devenir indispensable dans les prochaines semaines. Voilà. Pascal, m'entends-tu? Alors, donc, vous allez devoir également, lors des phases de Kahoot, donc Kahoot, c'est une application qui va nous servir à jouer et à répondre à différentes questions que l'on va vous poser. Donc, pour jouer, ça sera très simple. Vous allez lancer l'application que vous avez téléchargée auparavant. Si vous ne l'avez pas, je vais vous faire un petit copier-coller des liens de téléchargement dans le module de conversation. Et donc, pour jouer, c'est très simple. Vous allez lancer l'application. Sur la partie basse, vous allez pouvoir cliquer sur Enter PIN pour entrer le code du jeu. Le code du jeu n'est pas celui que je vous ai envoyé dans le document auparavant. Ça va être le code du jeu qui va s'afficher au moment où on va commencer à jouer ensemble. Donc, c'est un code unique, un usage unique qui va nous permettre de jouer ensemble. Donc, rentrez le code du jeu. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer votre prénom, votre surnom, etc. Voilà, donc ça, une fois que vous avez rentré ces deux informations-là, vous allez pouvoir arriver dans la phase de jeu. Donc, pour jouer, c'est très simple. Vous allez avoir les questions qui vont s'afficher à l'écran de votre ordinateur ou votre télé, et il va falloir choisir la bonne réponse. Donc, la bonne réponse se trouve parmi les questions qui sont posées. Soit vous allez avoir on va dire, l'équivalent d'un QCM, question à choix multiple, ou soit vous allez avoir un vrai-faux. Donc, c'est deux grandes familles de questions. Donc, pour répondre, eh bien, vous allez utiliser votre smartphone et vous allez choisir la couleur correspondant à la bonne réponse. Pour gagner le plus de points, il faut premièrement trouver la bonne réponse et deuxièmement répondre le plus rapidement possible. Voilà, pour vous démarquer par rapport aux autres participants. Alors, Laurent, je t'invite à continuer. Bien sûr. Alors, qui sommes-nous? En fait, donc pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents webinaires,
Progress Partner, on est un cabinet de conseil. Ça a été créé en 2006 par 4 personnes. Pascal a dû arriver juste après, moi je suis arrivé bien après. Notre spécialité, c'est la transformation des organisations. Alors, transformation des organisations, ça veut dire quoi? Alors, historiquement, Progress Partner a travaillé sur la transformation opérationnelle avec les outils du Lean Management pour atteindre ce qu'on appelait toujours l'excellence opérationnelle. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que dans une démarche de transformation d'entreprise, finalement, ce qui est le plus compliqué, c'est la transformation managériale et on y reviendra, mais un certain changement de posture et un certain changement de mode de management. Et c'est souvent ça qui fait échec à des programmes de transformation. Et donc rapidement, Progress s'est entouré de coachs certifiés, donc des consultants coachs qui interviennent dans les missions chez nos clients pour gérer ce qu'on appelle aujourd'hui l'excellence relationnelle et managériale. Et on accompagne ainsi le changement, la conduite du changement et les postures nécessaires à tous les niveaux, on le verra tout à l'heure, les modifications de posture nécessaires. Et puis depuis maintenant 2 ans environ, on a un 3e pôle de transformation qui est la transformation digitale avec un pôle vers l'entreprise 4.0 pour une excellence digitale, allons-nous dire. Alors, comment on travaille ce pôle avec des formations et des animations directement dédiées à l'innovation ou à l'utilisation d'outils spécifiques. Et puis, on accompagne également un certain nombre de startups qui développent des outils qui sont des catalyseurs de la démarche de transformation opérationnelle et managériale. Alors, quels sont nos clients? On ne va pas les citer tous. Si certains d'entre vous en font partie, eh bien, c'est gentil de venir nous voir. On est impatient de retourner chez vous. Mais surtout, ce qu'on veut vous montrer là, c'est que la démarche de transformation des organisations, et on parle plus d'organisation que d'entreprise, c'est quelque chose qui peut se faire dans tous les domaines d'activité. Et que ce soit de l'activité industrielle ou de l'activité de service. On travaille aussi bien avec des banques, avec de la grande distribution, avec des acteurs du retail et bien sûr avec de nombreux secteurs d'activité industrielle. Il nous arrive aussi, vous pouvez le voir dans le médical, de travailler avec des organismes qui ne sont pas des entreprises, mais des organismes comme l'hôpital de Dijon par exemple, ou le conseil régional du 84. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, une question se pose, c'est pourquoi maintenant on est en situation de crise et on vient vous dire, tiens, c'est peut-être le moment d'utiliser les outils du Lean Management et d'utiliser les méthodes de la démarche d'amélioration continue. Alors, on va pouvoir en discuter, mais avant ça, on voulait vous montrer un petit film qui nous semble intéressant et qu'on aime bien montrer dans nos formations. Il dure 6 minutes, il est en anglais sous-titré et si nous n'avons pas de problème technique, vous devriez entendre du son. S'il n'y a pas de son, en tout cas, il est sous-titré. Alors, je lance le film et on se retrouve dans 6 minutes. I love to work, but I also like to put smiles on people's faces. If there's a child out there that's in need, I need to help this person out. Thank you very much. Yep. When we down to our last box,
and you have like 7 families standing on the line, and you just have that one box and you don't know what exactly to do, that kills me. George is a great leader. He knows what he's doing, but they didn't really have a system kind of set up. Because if you have a good system, I think the work takes care of itself. We call TPS the Toyota Production System. The summation of many, many small, simple, cheap improvements can have a very big impact. People are starting to understand that these basic principles of the Toyota Production System apply to any kind of process. It doesn't have to be a manufacturing process. We have our way of doing it, but if there's a faster way for us to go out and give food out to people faster, then I'm all for it. I'm all for it. What about a different box size so that we're not shipping so much air? If we could go to a smaller box, we would have the benefit of being able to put more meals on the truck to serve more people. The side benefit being it's not so difficult to handle. The thing that struck me was how difficult it was for the volunteers that were there to pack that box. I mean, they were walking long distances, they were carrying heavy weight. It was kind of disarray, just the table in the middle. Everybody was scrambling to get stuff open. And I'm like, this is not really too productive. So by putting everybody on one side of the line and having the material come from the opposite, we think we're going to get a smoother flow. Yeah, let's go for it now. I don't care if I leave work late. I don't care. I don't want you to have to walk 15 feet to go get those 2 cans of corn. I want those cans of corn to be readily available to you in the right quantity at the right place at the right time so that you can pack it in the box. Wow, this looks a lot different, doesn't it? That's cool, yeah. Does anybody remember how long it was taking us to pack one box when we first started? 3 minutes. 3 minutes? That's exactly right. It was around 3 minutes. 3 minutes for a box. What do you think we were packing one box? How long and how many seconds today? About 11 seconds. Kaizen is a Japanese word for continuous improvement. And what this philosophy means is we always want to strive step by step to make a process better. Outside Toyota, problem can sometimes have a negative connotation, like a bad thing. I find that in many cases it's better to say we have something that we can improve. Sweet. Much faster, way faster. Yeah? Yes. Much faster. Very good. You've got plenty of homework. Yeah, plenty of homework. The list is a lot shorter than it was when we started. How long did you guys wait? We waited for like about a minute. That's it? Yeah, That's nothing. I know. Unfortunately, we had sand, but there'll be other cases where this needs to be done, and hopefully you've learned some of the basic principles so you can set something up from the beginning. One thing I did learn from these guys is how to structure things one by one, you know, not just take it as a whole thing and just be like, it's a mess, but instead I can take step by step by step.
hein, n'est pas de comparer une crise par rapport à une autre, mais juste de montrer que même dans une situation de crise, on va pouvoir apprendre et continuer à progresser et à s'améliorer, ce qui est l'objet de la démarche d'amélioration continue. Mais je vous propose de démarrer un petit jeu. Et Pascal, je te laisse la main. Oui, alors, donc là, on va jouer au Kahoot. Donc, je vous invite à lancer l'application Kahoot sur votre smartphone. Et si vous n'arrivez pas du tout, si vous n'avez pas eu le temps de télécharger l'application, etc., je vous ai mis dans le module de conversation un lien hypertexte qui permet d'aller sur kahoot.it et jouer avec votre navigateur Internet. C'est un petit peu moins pratique, mais c'est une solution de secours si vous n'avez pas eu le temps de télécharger l'application. Alors, le code que nous allons avoir. Alors, le code est le 214 41 86. On t'entend mal, Pascal, je vais prendre la main. 214 186, 21 41 86. Alors, encore quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Alors, c'est parti. On va lancer le jeu. Donc, vous allez avoir 4 questions pour ce premier Kahoot. Il y en aura un deuxième par la suite. Première question. L'amélioration continue va permettre de faire des innovations, à savoir des améliorations de rupture, ou de s'améliorer à petits pas. Alors, très bien, la majorité des personnes ont trouvé la bonne réponse. Effectivement, hein, l'amélioration continue, ce sont avant tout des petites améliorations, comme on peut le voir dans le film, hein. Ce que nous expliquent les deux consultants qui viennent de chez Toyota pour aider Metro. Ce sont des petites améliorations qui peuvent avoir des impacts importants. Alors, il peut y avoir des améliorations de rupture par l'innovation, mais ça reste des phénomènes plus rares. Mais on peut effectivement avoir une innovation de rupture comme une nouvelle machine, une nouvelle technologie. Mais dans la plupart du temps, ce qu'on cherche, c'est à mettre en place un système qui permet de s'améliorer petit à petit. Mais la somme des petites améliorations fait qu'on arrive à progresser très régulièrement. Alors, premier classement, nous avons Fixtib qui prend la tête, suivi de Jamie et de Rémi. Donc, deuxième question. Je vais la lire, hein, Pascal. Ouais. Alors, pourquoi l'équipe a-t-elle voulu s'améliorer? Alors, 4 possibilités. Parce que cela coûtait trop cher à Metro, parce que l'on n'arrivait pas à servir tous les sinistrés, parce que les bénévoles étaient déçus, ou parce que Toyota souhaite racheter Metro. Alors, bravo, encore une grande majorité qui ont trouvé la bonne réponse. Effectivement, et ça, on va le voir dans les slides qui vont suivre, hein, mais la notion d'amélioration dans une démarche d'excellence opérationnelle part de la satisfaction du client. Alors là, il se trouve que ce n'est pas des clients, mais c'est quand même les gens qui vont bénéficier du service. Et donc, la motivation première, c'est de satisfaire les besoins du client. Alors, ceci dit, hein, la réponse orange n'est pas complètement fausse, hein. Il y a aussi cette notion, les bénévoles étaient déçus, mais pourquoi étaient-ils déçus? Justement parce qu'ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas en capacité dans leur processus de satisfaire tous les clients, entre guillemets, sachant que ce qu'on nous explique, hein, dans le film, c'est qu'au départ, il y avait, quand le camion repartait, il y avait encore des familles qui n'avaient pas eu leur boîte de nourriture. Ok, merci Laurent. Donc, Rémi prend la tête,
suivi par Fixby qui a perdu une place, suivi par Eric R. Et nous avons Bruno qui arrive dans le classement. Donc, troisième question. Laurent. Alors, troisième question, pour livrer plus de marchandises, il faut obligatoirement plus de monde, il faut savoir observer et éliminer ce qui est inutile aux yeux du client. Alors bravo, 100% de bonnes réponses. On a des spécialistes ce soir en fait. Donc en fait, effectivement, hein, il faut, on le voit bien dans le film, hein, on n'a pas plus de monde, au contraire, on met même beaucoup moins de temps pour vider le camion, on met même beaucoup moins de temps pour remplir les boîtes avec le même nombre de bénévoles. Mais chez nos clients, hein, c'est vrai que quand on parle d'augmenter une capacité, souvent le premier réflexe c'est d'aller dire ah oui, bah, il va falloir plus de monde. Or on se rend compte que c'est en analysant la situation et en éliminant tout ce qui n'a pas d'utilité par rapport aux besoins et à la satisfaction du client qu'on va pouvoir dégager du temps et augmenter la capacité et la productivité d'une chaîne de production ou d'une chaîne de production d'un service en quelque sorte. Merci Laurent. Alors, nous avons Rémi qui garde la tête, suivi de Fixby, d'Eric R, de Benjamin et Laurent Angers qui arrive dans le classement. Donc là, maintenant, dernière question pour avoir notre podium final. Alors, dernière question. Qui met en œuvre les idées d'amélioration? Ce sont les consultants de Toyota ou ce sont les équipes elles-mêmes? Effectivement, donc à nouveau 100%, ce sont les équipes elles-mêmes. Alors, en fait, quand on intervient, notamment chez des clients, mais il y a une répartition des rôles. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout d'impliquer et d'embarquer les équipes dans la démarche. C'est pour ça que les idées viennent, les idées et la mise en place de ces idées sont réalisées par les acteurs du processus. Les consultants sont là pour donner une sorte de guide, hein, et pour orienter vers les méthodes et vers la rigueur du processus d'amélioration. Mais effectivement, dans tous nos chantiers, ce sont les équipes qui trouvent les solutions et qui les mettent en œuvre. Merci Laurent. Alors, nous avons un podium. Alors, le podium en troisième position, Eric R. Bravo. En deuxième position, Rémi. Et the winner is Fixtib. Bravo, bravo à tous. Bravo à tous pour ce premier caout, sachant qu'il y aura une revanche et Rémi ou Eric pourront. Fixtib va remettre son titre en jeu et on va jouer à nouveau tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'on prend la main? Alors, nous allons voir quelques outils hein, pour poursuivre ce webinaire. En fait, ce qu'on va vous raconter, c'est une histoire qui va partir d'une nouvelle posture. On va parler, comme vous l'avez vu ensuite, de gaspillage, de système d'appui, de standards, de management visuel et de mesure et de pilotage de la performance. Alors, sachant que dans toutes ces étapes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un des enjeux majeurs de la démarche d'amélioration continue, c'est d'embarquer l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble du personnel d'une entreprise vers cet objectif qui est en fait une entreprise lean et avec ce processus qui va être le processus d'amélioration continue. On l'a vu dans le film, ce qu'on appelle en japonais le Kaizen. Le Kaizen étant vraiment ce qu'on traduit en français par amélioration continue. Vous l'avez vu dans le film, pour entamer une démarche d'amélioration continue, il y a des prérequis. Il faut que l'on se mette dans une position où les problèmes sont accueillis différemment. Donc, il va falloir être en rupture avec certains paradigmes. Et le premier paradigme, c'est de se dire qu'un problème,
ça ne va pas être quelque chose qui va nous empêcher d'avancer, mais au contraire, quelque chose qui va nous permettre d'améliorer les choses. Et la deuxième chose, c'est la capacité à se remettre en cause. Vous voyez dans le film, le leader, là, je crois que c'est John, je ne me souviens plus de son prénom, mais il est prêt, il se rend compte que la manière dont il travaille n'est pas satisfaisante pour personne, ni pour les clients, ni pour le personnel, et il est prêt à remettre en cause la manière dont le processus se fait. Ça, c'est très important. Alors, ce qu'on va voir, ce que je vous disais, hein, c'est qu'il va falloir, au-delà de casser certains paradigmes, il va falloir remettre en cause une certaine posture. Comme on l'a vu dans le film, comme vous le voyez dans cette diapo, hein, on va partir d'un besoin du client et la démarche d'amélioration continue, en fait, a un objectif assez simple qui est la satisfaction totale du client. En fait, on se focalise sur le besoin du client et tout ce qu'on veut faire, c'est le satisfaire parce qu'on sait que si on satisfait le client, si on le satisfait sur 3 domaines, que sont la qualité, le coût et le délai, c'est-à-dire QCD, ce qu'on appelle QCD, ben, si on est capable de satisfaire pleinement le client sur ces 3 axes, alors on crée un avantage compétitif et on a toutes les chances de conserver le client. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, pour satisfaire un besoin du client, qu'on soit dans les services ou dans l'industrie, on va partir d'une matière première et la transformer, que la matière première peut être du métal, peut être du légume, mais peut être aussi des données. On va transformer cette matière pour en faire un service. Et qui fait cette transformation? Cette transformation, elle n'est pas faite par les dirigeants de l'entreprise, par le top management, elle n'est pas faite par les managers, mais elle est faite par les gens qui sont sur le terrain. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, entre guillemets, le Gemba. Le Gemba, c'est le lieu où les choses se passent, c'est le lieu où l'on va voir ce qui se passe et où on va se rendre compte des problèmes. Et donc, ce qu'on dit dans cette pyramide inversée, comme vous le voyez, on dit qu'en fait, les gens qui créent la valeur, ce ne sont pas les dirigeants, ce ne sont pas les managers, ce sont les opérateurs. C'est eux qui sont en mesure de satisfaire le client par des opérations de transformation. Ces gens-là, en fait, c'est eux qui se rendent compte des problèmes dans les processus. Et puisque ce sont eux qui se rendent compte des problèmes, et puisque ce sont eux qui vivent les problèmes, eh bien, ce sont aussi eux qui sont en mesure de résoudre tous les problèmes qui se posent sur le Gemba. Alors, bien sûr, ils sont en mesure de résoudre les problèmes à leur niveau, mais ils vont avoir besoin de soutien, d'aide et d'animation, et ça devient le rôle du manager. Le rôle du management est effectivement de venir soutenir cette pyramide inversée. On voit bien que si on laisse cette pyramide comme ça, elle ne va pas tenir sur cette pointe. Eh bien, ça va être le rôle du management de venir soutenir et animer et aider le Gemba à améliorer sans cesse les processus. Alors, vous voyez que quand je vous parlais de modification de posture, on a une forte modification de posture de l'ensemble du personnel. Alors évidemment, ça saute aux yeux au niveau du management. Le management n'est plus là pour donner des ordres, pour trouver des solutions, mais le management se retrouve dans une position d'aide et de coaching qui va permettre au Gemba de trouver des solutions. Alors ce changement de posture, il est fondamental et il est difficile, et c'est pour ça, je vous le disais en introduction, qu'on fait appel la plupart du temps à des coachs qui viennent aider à passer ce cap de changement de posture. Mais le changement de posture, il est vrai aussi pour les personnes qui sont sur le Gemba. Parce qu'un opérateur, de base, avec tous les guillemets qui vont bien, à qui on avait l'habitude de dire travail, aujourd'hui, on va lui dire, mais ton job, c'est pas seulement de faire le travail de transformation qui va conduire à la valeur ajoutée, mais ton job, c'est à la fois de faire ce travail et de réfléchir à comment je vais pouvoir améliorer le processus. Et ça, c'est quelque chose que des tas d'opérateurs sur le terrain n'ont pas l'habitude de faire, et on peut par moment se heurter à des gens qui vous disent non, mais ça ne fait pas partie de mon travail. Eh bien si, ça fait l'amélioration continue, c'est bon, c'est vrai pour tout le monde, et c'est en premier lieu vrai pour les gens qui sont sur le terrain. Alors, la première chose que l'on va faire quand
quand on va aller voir ce qui se passe sur le terrain, on l'a vu tout à l'heure hein, dans le film, c'est d'éliminer les mudas. Alors les mudas, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Et qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée? On a une définition Lean, qui n'est pas une définition comptable. La valeur ajoutée, c'est tout simplement ce que le client est prêt à payer. Et donc, vous pouvez dès aujourd'hui vous poser la question dans mes processus, mais est-ce qu'il y a des tâches, des opérations que l'on fait et pour lesquelles le client finalement n'est pas prêt à nous payer? Il y en a certainement. Eh bien, ce sont ça les mudas. Alors, dans le film qu'on a vu, le muda, la valeur ajoutée, c'est quoi? Dans le film qu'on a vu, il y a en réalité deux valeurs ajoutées qui sont de faire un carton, c'est-à-dire mettre physiquement l'ensemble des aliments nécessaires à 3 jours de nourriture dans une boîte. Et puis la deuxième valeur ajoutée, c'est passer de la main de l'opérateur de métro à la main du sinistré. Ce sont les deux valeurs ajoutées. C'est ce qui est fondamentalement nécessaire au client. Le reste, finalement, ce sont des opérations qu'on fait, mais que le client aimerait qu'on puisse faire le plus vite ou possible, etc. Alors, vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans le film. Hein. Premier muda qui a été éliminé, c'est ce muda de place hein, qui était avec les cartons qui étaient trop grands et donc on transportait de l'air, ce qui empêchait de mettre plus de cartons dans le camion. Et puis, c'est aussi la manière de remplir le carton. Vous voyez qu'on est passé de 3 minutes à 11 secondes pour remplir un carton. Il n'empêche que dans le carton, il y a toujours la même chose et il y a toujours le besoin du client. Et donc, toutes ces secondes gagnées, c'est des secondes qu'on peut mettre à contribution pour faire plus de cartons et alimenter plus de clients. Vous noterez au passage que même si on a accéléré et même si on a gagné du temps, les opérateurs n'en sont pas plus fatigués, bien au contraire, on a fait tout ça de manière à éviter aux opérateurs une fatigue excessive et porter des charges lourdes et puis des dangers, se croiser, se cogner, etc. Donc les mudas, on les classe par famille, on en a 7. Dont un qui nous préoccupe beaucoup, on a l'habitude de dire que c'est le pire des mudas, c'est ce qu'on appelle la surproduction. Alors qu'est-ce que c'est la surproduction? Eh bien la surproduction, c'est produire plus que le besoin du client. Et qu'est-ce que ça amène la surproduction? Ben, ça amène tous les autres mudas, ça amène à faire des stocks, ça amène à générer des attentes, parce que quand vous surproduisez, vous avez des produits qui, eux, seraient nécessaires à faire et qui attendent. Vous avez aussi du transport. Effectivement, quand vous surproduisez, vous allez être obligé de mettre en stock une certaine partie de votre production et ça va nécessiter du transport. Bien entendu, c'est des mouvements superflus. Tout mouvement superflu est un muda. Dans le film, ça se traduit par ce que disait la consultante de Toyota, quand on transporte des boîtes de conserve n'importe comment avec le risque de se faire mal en allant les chercher en hauteur ou en bas, on génère des mouvements qui ne sont pas indispensables et qui vont risquer des accidents ou des TMS. Et puis bien sûr il y a les défauts et enfin ce qu'on appelle les mudas de processus, ben, ce sont quand dans nos processus, dans nos standards, on génère des mudas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de votre processus, il y a une étape qui finalement n'est pas utile au client. Une fois qu'on a bien observé les mudas, et encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire très rapidement dès demain dans vos organisations, ou même l'idéal est de le faire sur le terrain. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez réfléchir à vos processus et vous dire, est-ce que dans nos processus, on a des mudas? Eh bien, une fois qu'on a commencé à éliminer les mudas, il va falloir les garder loin du Gemba. Alors, comment on fait? Eh bien, à partir du moment où on a défini la manière de faire pour qu'il n'y ait que de la valeur ajoutée ou un maximum de valeur ajoutée dans nos processus, on va établir ce que l'on appelle un standard. Et le standard, la définition, c'est la meilleure façon, mais dans meilleure façon, on entend la façon la plus sûre, la façon la plus simple, la façon la plus économique, la façon la plus qualitative. Donc, c'est un compromis de plein de choses, avec la première, c'est mettre en sécurité les opérateurs qui vont faire la tâche. Donc c'est un compromis d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'un opérateur pour dire « moi je vais plus vite ». Oui, mais je vais plus vite, mais par contre quand je vais plus vite, j'oublie de faire une partie de ce qu'il faudrait pour la qualité, etc.
Donc le standard, c'est la meilleure façon, connue à ce jour, ça veut dire qu'un standard est capable d'évoluer, pour réaliser une opération. Alors, comment être sûr qu'on n'oublie pas de standard dans notre processus? On a ce qu'on appelle le système d'appui avec 5M, et en fait, vous allez balayer vos processus et vous dire, est-ce que pour ces processus, j'ai un standard qui concerne les méthodes? Eh bien, les standards qui concernent les méthodes, ce sont par exemple des modes opératoires de démarrage d'une tâche. A-t-on un standard qui va concerner la matière? Un standard qui concerne la matière, ce sera par exemple un cahier des charges vis-à-vis d'un fournisseur, etc., etc. Alors, il y a un standard qu'on connaît, qui est le standard du milieu. Comment on standardise le milieu dans lequel on évolue? On utilise pour ça un outil qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui est le 5S, qui permet de standardiser le milieu et de s'assurer que le milieu n'est pas dangereux et que le milieu est optimisé pour pouvoir faire la tâche avec le moins de non-valeur ajoutée possible. On parle de standard, souvent c'est un mot qui fait un peu peur, mais en fait le standard, ça peut être quelque chose de très très simple. Alors, vous ne l'avez peut-être pas remarqué dans le film, mais on a zoomé, on le voit très rapidement, mais vous avez à un endroit le standard de remplissage d'un carton. Et vous voyez que dans un carton, on doit mettre du lait, de la farine, de la sauce, des ananas, etc., etc. Eh bien, rien que ce morceau de poster collé à un mur, c'est la forme la plus basique du standard, mais c'est une forme de standard qui va permettre aux gens de savoir exactement ce qu'il y a à mettre dans le carton, et probablement que si c'est écrit dans cet ordre-là, c'est pas pour rien, et c'est probablement l'ordre dans lequel on doit mettre les aliments dans le carton. Une fois que les Muda sont hors du Gemba, et là encore, dès demain, vous allez pouvoir regarder ça de plus près, c'est quel standard a-t-on? Ces standards garantissent-ils la qualité, le coût et le délai offerts aux clients? Eh bien, comment va-t-on faire pour que ces standards soient appliqués? On va utiliser la plupart du temps pour l'application des standards et d'autres choses, on va le voir, ce qu'on appelle le management visuel. Le management visuel, c'est en fait quelque chose d'assez simple, c'est rendre visuel tout ce qu'il est possible de rendre visuel. Pourquoi? Eh bien, comme vous le voyez en droite de l'image, parce que on retient beaucoup plus ce que l'on voit que ce que l'on entend ou ce que l'on sent, etc. Donc, tout ce que vous pourrez rendre visuel sera de toute façon une source d'information et un moyen de simplifier et de retenir ce qu'il y a à savoir. Et ça, c'est important, parce que plus, ce qu'on voit en dessous, c'est que plus on va donner d'informations aux opérateurs, plus on les rendra autonomes et plus ils seront en mesure de prendre des responsabilités. Alors des responsabilités probablement cadrées, mais des responsabilités qui ne nécessiteront donc pas systématiquement d'appeler le management ou d'appeler la maintenance, etc. Donc vous voyez, le management visuel, il s'applique à beaucoup de choses, et en fait, souvent, le management visuel, c'est un standard très simple. Vous avez en haut à gauche de l'écran, eh bien, vous avez des caisses, des caisses sur roulette, des cagettes qui sont rouges, jaunes et vertes, et bien, avec un marquage au sol, qui est un management visuel très basique, eh bien, ce n'est pas la peine de faire un document pour expliquer que la caisse rouge va dans le carré rouge, la caisse verte dans le carré vert et la caisse jaune dans le carré jaune. On voit aussi, juste en dessous, un management visuel de réglage d'outils en fonction de l'outillage qu'on va mettre. Il est très probable que l'outillage a le même code couleur et on va venir régler quelque chose en fonction de l'outillage, et donc par un jeu de couleurs, on règle très facilement. Vous avez une autre possibilité, vous pouvez aussi rendre visuel, par exemple, on voit là en haut au milieu un tableau de polyvalence, et on rend visuel les tâches que chaque opérateur sait faire ou ne sait pas faire et à quel niveau il en est, et ça rend tout de suite visuel, 1, la capacité à se servir d'un outillage, et 2, les formations nécessaires pour améliorer la polyvalence dans l'atelier. Donc vous voyez, le management visuel, il est au service des standards pour s'assurer que ceux-ci sont appliqués. Donc, dès demain, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous posez la question et commencez à vous dire, tiens, dans l'atelier, dans le bureau, dans le département, qu'est-ce qui est visuel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on pourrait rendre visuel pour que ça soit mieux appliqué et mieux compris. Alors, maintenant, nous en arrivons à la mesure et le pilotage.
Alors, la mesure, c'est quelque chose de fondamental dans la démarche d'excellence opérationnelle et d'amélioration continue. En fait, la mesure est fondamentale et ce qui est à la base de la mesure, c'est les données. Et donc, nous sommes dans un contexte où on va systématiquement parler avec des données pour éviter tout ce qui n'est pas objectif et tout ce qui est de l'ordre du ressenti. Et donc, on favorisera en permanence tout ce qui vient de données. Et bien évidemment, ces données, d'où viennent-elles? Eh bien, elles viennent du terrain. Alors, en fait, à quoi ça sert d'avoir ça? Ben, ça sert à détecter au plus vite les écarts au standard. Bien entendu, vous avez des standards. On sait que le standard va vous donner la prévision de ce qui doit arriver. Et à partir du moment où vous n'êtes plus au standard, eh bien, à ce moment-là, on doit déclencher une alerte. Alors, c'est le rôle. Vous avez une petite verrine en bas, c'est ce qu'on appelle un andon. On voit beaucoup ça dans les usines. Bah, si la lumière rouge s'allume, très vite, on sait qu'il y a un problème qui a été détecté et qu'il est nécessaire de réagir. Vous voyez aussi ce qu'on appelle un tableau de marche, c'est-à-dire de voir si heure par heure, la cadence de production est suivie ou pas. L'idée n'est pas d'aller voir quelqu'un pour l'engueuler, entre guillemets, si la cadence n'est pas suivie, mais c'est de savoir qu'est-ce qui se passe et de pouvoir réagir pour revenir à l'état du standard. Et puis, vous avez l'ensemble de ces mesures va être, comme on peut le voir en bas à gauche, l'ensemble de ces mesures va faire l'objet tous les jours ou à chaque poste d'une discussion et d'une analyse pour que l'ensemble encore du personnel soit au courant de la performance. Et vous voyez bien ce qu'on voit, les trois fameuses lettres QDC, qualité, délai, coût. Et tout ça, c'est évidemment en lien avec la satisfaction du client. Alors souvent, on rajoute deux lettres, une avant, une après. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une lettre, c'est un plus, mais ça concerne la sécurité. Et on voit probablement les jours où il y a eu des accidents et pas d'accidents. Et puis, on rajoute le I de implication, où là, on vient mettre en place une mesure de l'implication et de la satisfaction quelque part du personnel. Dernier point, une fois qu'on a détecté un problème, eh bien, donc un problème, c'est un écart au standard, eh bien, il va falloir le résoudre. Alors, la démarche de résolution de problème, elle a fait l'objet d'un webinaire à part entière, donc on ne va pas pouvoir rentrer trop dans le détail. Et puis, par contre, elle fait aussi l'objet d'un atelier qu'on va faire prochainement. Donc, vous pourrez vous renseigner si ça vous intéresse. La démarche de résolution de problème, c'est vraiment la base de l'amélioration continue, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, dans cette démarche, le problème n'est pas un handicap, le problème est une opportunité d'amélioration. Ce qui est un handicap, c'est le problème qui revient. Alors le problème, pourquoi il revient? Eh bien, souvent, on oppose deux modes. Le mode PDCA, donc je vais y revenir, Plan Do Check Act, à un mode qu'on voit beaucoup chez nos clients, avant qu'on arrive, qui s'appelle le mode pompier. Le mode pompier, c'est certainement, peut-être parmi vous, il y en a qui le connaissent bien, mais c'est dès que j'ai un problème, j'agis. En fait, c'est un mode de réaction qui n'est pas précédé d'une phase de réflexion et qui n'est pas ensuite suivi d'un mode de vérification de la solution. Et donc, quand on est dans un mode pompier, on agit tout de suite et le risque qui est fréquent, c'est que le problème revienne. En fait, le mode pompier, c'est j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Une fois que l'effet du Doliprane est passé, j'ai à nouveau mal à la tête parce que je n'ai pas résolu le problème qui est qu'est-ce qui me donne mal à la tête. Et donc, dans le mode PDCA, on va commencer par une phase, le plan, qu'on traduit en français par planifier, mais qui est du temps où on va réfléchir à ce qui se passe, où on va prendre le temps de décortiquer le problème, de le clarifier, de le décomposer et de réfléchir à plusieurs, puisque la démarche PDCA ne se fait pas seule, mais en groupe, à plusieurs sur les éventuelles solutions qu'on va pouvoir trouver. Vous voyez que dans le petit schéma que vous avez en bas à gauche, si je représente mon PDCA en termes de temps passé, la phase plan va prendre au moins 75% du temps, et je dis bien au moins, ça peut être plus, 75% du temps à résoudre le problème, on va en fait passer 75% du temps à réfléchir au problème. Et puis quand on aura bien réfléchi, quand
on aura des actions à mettre en place, on va les mettre en place. Et là, c'est la phase do. C'est une phase assez rapide, puisque c'est juste la mise en œuvre de solutions qu'on a imaginées. Et puis, une fois que ces solutions sont mises en place, eh ben, on va vérifier qu'elles fonctionnent. Et ça, c'est la phase de check. Est-ce que ce que j'ai mis en place, ça répond bien au problème que j'avais? Et enfin, si c'est le cas, si on a tapé juste quelque part, eh bien, on va acter, dans le sens, on va mettre sous contrôle et on va pérenniser ça pour être sûr que le problème n'arrive jamais, ne revienne jamais. En fait, on va mettre en place des standards, mettre en place une surveillance qui nous assure que ce problème ne reviendra jamais. Alors, on a l'esprit PDCA, il permet aussi quelque chose que ne permet pas l'esprit pompier. C'est d'aller ce qu'on appelle jusqu'à la cause racine. Parce qu'en analysant bien le problème, alors comment on analyse bien le problème? On l'analyse avec un petit outil qui s'appelle le QQOQCCP, qui va permettre de bien clarifier le problème en posant cette question: qui, où, quoi, quand, comment, combien, pourquoi. Et en répondant à ces 7 questions, on va cerner le problème de manière très précise. Et une fois qu'on aura cerné le problème, on va déterminer quelle est la cause de ce problème. Et puis on va poser, oui, mais pourquoi ça arrive? Ah, ça arrive, alors comme vous le voyez, pourquoi j'ai une fuite d'eau en bas de ma maison? Alors je pourrais remonter parce que j'ai une fuite au premier étage. Et pourquoi j'ai une fuite au premier étage? Parce que j'ai une fuite au deuxième étage. Et pourquoi j'ai une fuite au deuxième étage? Parce que j'ai une fuite sur le toit. Et vous voyez bien que tant qu'on n'aura pas réparé la fuite sur le toit, on ne pourra pas empêcher l'eau de couler en bas de la maison. Et bien c'est ça les 5 pourquoi. C'est qu'on va réitérer cette question pourquoi pour arriver finalement à la cause qui est la racine de notre problème. Tant que vous n'aurez pas mis une solution sur cette cause racine, le problème reviendra. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place sur des petits problèmes qui arrivent. Vaut mieux commencer sur des petits problèmes que sur des gros, c'est plus facile. Mais commencer à se dire, tiens, on va prendre du temps pour réfléchir à ce problème et le régler à plusieurs en utilisant ne serait-ce que le petit outil du 5 pourquoi. Alors, pour terminer, comme je vous l'ai dit, comment va-t-on embarquer tout le monde? Eh bien, vous voyez dans le diagramme que je vous montre, vous avez les trois axes de l'amélioration. En fait, dans l'amélioration, il y a le travail standard. Et le travail standard, c'est quoi? C'est laisser les Muda en dehors du Gemba. Et puis, vous avez l'amélioration de l'existant. Et puis, comme je vous l'ai dit en préambule, vous avez effectivement cette phase d'innovation, de conception de la valeur. Quels sont les clients qu'on vise? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qui vient arriver? Est-ce qu'on peut satisfaire les clients différemment grâce à telle ou telle machine, etc. Ça, c'est la phase d'innovation. Eh bien, vous voyez sur la droite de votre écran qu'en fonction de la place qu'on a dans l'entreprise, entre opérateur, manager de proximité, middle management et top management, la journée de travail va se répartir avec différentes phases. Et vous voyez que sont impliqués dans l'amélioration l'ensemble du personnel, avec, pour ce qui est des gens sur le Gemba, beaucoup de travail standard. Donc leur travail, c'est de respecter les standards, de s'assurer qu'on ne dérive pas, et puis un petit morceau d'amélioration, c'est-à-dire qu'ils vont participer aux opérations, par exemple, de résolution de problèmes. Et puis au fur et à mesure, le management va de plus en plus avoir à consacrer de temps à l'amélioration de l'existant, et là, c'est le soutien au Gemba et donner les moyens au Gemba d'améliorer l'existant et de résoudre les problèmes. Et puis quand on arrive dans le top management, on voit qu'une partie du travail du top management, c'est d'aller chercher la conception de la valeur et de voir si on peut concevoir la valeur différemment. Voilà pour ce qui est de cette présentation rapide d'éveil à l'amélioration continue. Donc, on va reprendre la main pour faire un petit jeu. Alors, c'est la deuxième phase de Breakout. Donc, pareil, on lance l'application et on va pouvoir mettre le code suivant. C'est parti. Le code 89. Alors, le code est le 89 219
8, 9, 2, 1, 9. Alors, en quelques secondes, favoriser les connexions. Merci Atman, ou Shukran Atman. Allez, c'est parti. C'est parti. Première question de ce caout. Il y a 4 questions en tout. Alors, la première question, quel est le pire des Moudas? Bravo à tous, c'est effectivement la surproduction. Le stock est un... Donc là, vous aviez 4 Moudas. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi considère-t-on que la surproduction est le pire des Moudas? Parce que à lui seul, il va engendrer les 6 autres Moudas. Quand on produit plus que la demande du client, on stocke, on déplace les stocks. On a très probablement des chances, au moment de déplacer les stocks, de faire des défauts. C'est-à-dire de créer des rebuts. On va générer des mouvements qui ne servent à rien, puisqu'on demande à des gens de travailler sans être sûr de pouvoir vendre cette production, puisqu'elle ne correspond pas à la demande du client. Donc, par conséquent, on considère que la surproduction est le pire des Moudas. Ceci dit, il est nécessaire d'aller viser et d'aller supprimer l'ensemble des Moudas sur le terrain de jeu qu'est le Gemba. Alors, merci Laurent. Donc, le premier podium, nous avons Tadpol qui prend la tête, suivi par Erika, de Bruno, de Laurent et de Rémi. Alors, c'est parti. Deuxième question. Alors, un standard peut être appliqué différemment en fonction de l'appréciation des collaborateurs. Vrai ou faux? Donc, bleu, vrai, rouge, faux. Est-ce qu'un standard peut être appliqué différemment en fonction de l'appréciation des collaborateurs? Alors, bravo à tous, c'est effectivement faux. Alors, en fait, le standard, il est, je ne vous l'ai pas dit, mais le standard, il va être rédigé en groupe. C'est un travail de groupe. Et il va être rédigé pas dans un bureau, mais sur le Gemba avec les acteurs du Gemba. Donc, c'est-à-dire qu'un standard, il est réalisé par les gens qui vont l'utiliser, avec l'aide toujours des services support et des managers. Mais donc, dans la réalisation du standard, elle est participative. En revanche, une fois que le standard est défini, est acté, ça devient, comme on l'a dit dans sa définition, la seule manière de faire. Alors pourquoi c'est pas quelque chose de dogmatique? C'est juste que le standard, il est là pour quoi? Je vous rappelle, il est là pour s'assurer que le résultat qu'on va avoir va bien satisfaire le client en qualité coût-délai. Et donc, on a tous ensemble défini la meilleure façon d'arriver à ce résultat. Et donc, le fait de modifier le standard ou de l'interpréter, le risque, c'est que le résultat attendu ne soit plus au rendez-vous. Alors, en fait, la question, elle n'est pas trop de savoir si on peut modifier ou pas le standard. Encore une fois, un standard n'est pas à l'appréciation de la personne. Par contre, c'est que doit-on standardiser? Il est bien évident que l'on ne standardise que ce qui a une importance dans les critères qualité, coût, délai et sécurité pour le personnel, mais qualité, coût, délai du client. Donc, le problème n'est pas de savoir si on doit respecter à la lettre le standard, la réponse est oui. Le problème est de savoir que standardise-t-on, et on voit des entreprises chez nos clients qui parfois ont standardisé quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Si ça n'a pas d'importance, si le résultat d'une action n'a pas d'importance pour la satisfaction du client, alors laissons
libre cours aux gens pour le faire de la manière dont ils le veulent. Merci Laurent. Alors, nous avons Tadpole qui garde la tête, suivi de Bruno, de Laurent et Eric et Rémi qui sont juste derrière. Alors, dernière question. Oh, pardon. La troisième, vrai ou faux? Le management visuel sert à se décider plus vite. Vrai ou faux? Effectivement, le management visuel sert à prendre des décisions. Mais en fait, le management visuel sert à donner suffisamment d'informations pour que les personnes qui ont cette information soient en capacité de réagir correctement. Alors la réaction peut être soit de faire eux-mêmes une tâche, soit d'alerter quelqu'un. Mais effectivement, par le management visuel, on va avoir une accélération du système d'information et on va aussi, je dirais, avoir vis-à-vis des managers une libération de certaines tâches puisqu'on va donner les moyens au Gemba d'avoir certaines réactions en autonomie et sans avoir à appeler un tel ou un tel. Donner par exemple quelques éléments pour redémarrer une ligne peut empêcher d'avoir à appeler la maintenance et d'attendre pendant 1 heure avec des gens qui tournent en rond, d'attendre pendant 1 heure que la maintenance intervienne. Donc en fait, le management visuel, oui, il a cette capacité à accélérer les processus de décision et donc à accélérer l'autonomie des équipes. Merci Laurent. Alors, découvrons le podium. Tadpole garde la tête. Non. Il y a une quatrième question, Pascal. Alors, dans l'approche de la pyramide inversée, on l'a vu tout à l'heure, c'est le chef qui décide tout. C'est le chef qui valide toujours les initiatives du terrain. Ce sont les acteurs du terrain qui prennent des décisions avec une certaine autonomie. Et en fait, c'est le management qui ne sert plus à rien. Alors, effectivement, ce sont les acteurs du terrain qui prennent des décisions avec une certaine autonomie. Toute la problématique, c'est, voilà, on voit par rapport à la personne qui a mis, c'est le chef qui valide toujours. Effectivement, toute l'appréciation, c'est dans la certaine autonomie. Il y a bien entendu des décisions qui ne sont pas dans le cadre d'autonomie qu'on laisse aux équipes. Mais globalement, l'approche de la pyramide inversée, c'est bien ça, hein, c'est d'arriver... in fine, on peut en arriver à ce qu'on appelle des organisations autonomes, c'est-à-dire qu'on va être dans une position où on laisse aux équipes une autonomie pour pouvoir réagir à certains événements. Et puis, pour d'autres événements, la réaction, ce sera d'appeler le manager ou d'appeler un service support. Et on laisse aux équipes la possibilité de prendre des décisions sans faire appel à un chef qui vient valider les décisions. C'est un peu ce qui se passe dans les chantiers, quand on fait des chantiers d'amélioration continue, alors quel que soit l'outil sur lequel se base le chantier, eh bien c'est l'équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire et c'est l'équipe qui prend les décisions et qui va expliquer à l'ensemble du management les décisions qui ont été prises sur la base, encore une fois, de données, d'une réflexion rigoureuse et d'un processus structuré et rigoureux. Merci Laurent. Alors, découvrons le podium. Alors, en troisième position, nous avons en troisième position Eric Kerr, en deuxième position Laurent G, et cette fois, le gagnant est Tadpole. Bravo, bravo, bravo. Et bravo à tous, sachant que Fanny et Bruno ont Fanny a la plus mauvaise place, la 4e place, elle n'aura pas de médaille. Mais en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. Alors, on va embrayer sur quelques exemples. Oui, voilà, on va embrayer sur quelques exemples. Et je vais revenir, et voilà. En principe, vous devez voir. Alors, quelques exemples, rapidement, pour vous montrer. En fait, ce qu'on veut vous montrer là aussi, une notion de... On a une notion de temps. En fait, l'amélioration continue, c'est vrai que c'est un processus, c'est une démarche qui est infinie. L'amélioration continue, pardon. Mais par contre, on a
par petites touches, comme on le disait, par petite amélioration, des gains rapides. Et même si ce sont des petites améliorations, ces gains peuvent être substantiels. Dans un chantier de cost-déploiement en métallurgie, on a des quick wins. Donc des quick wins, ce sont des actions qu'on peut mettre en place sous un mois qui nous feront gagner sur un site 250 000 euros. On peut avoir dans la pharmacie, dans un chantier quick start, une augmentation du TRS de 30 points, hein, c'est-à-dire en l'occurrence plus 100% de TRS en un mois. On peut avoir des gains aussi sur des rebuts, hein. Dans l'agroalimentaire, on a des chantiers qui nous ont amené 300 000 euros de gains en 6 mois. Et puis, l'office n'est pas oublié, hein. On peut être aussi, là, on est sur un bureau d'études, un chantier de pilotage de la R&D, où on a réduit le time to market de 20% en 3 mois. C'est-à-dire que ce qu'on était capable de mettre sur le marché, par exemple, en 5 mois, eh bien, après le chantier, on est capable de le mettre sur le marché en 4 mois. Quand on sait la rapidité à laquelle vont certains domaines d'activité, ça peut être un avantage concurrentiel majeur d'être en capacité de mettre sur le marché quelque chose plus rapidement. Et là, on travaille sur, évidemment, le côté délai. Donc, en fait, l'ensemble de nos chantiers sont ciblés sur la satisfaction du client, mais vous voyez qu'en termes de gains pour l'entreprise, hein, on peut avoir des gains très significatifs dans des temps relativement limités. Alors, il est temps maintenant de répondre à vos questions, s'il y en a. Je ne les vois pas. Alors, Pascal, y a-t-il quelques questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de questions qui sont tombées. Donc, n'hésitez pas à en reposer là, dans le module conversation, en cliquant juste à droite des 3 petits points ou à gauche des petits bonhommes. Ok. Alors, bon, de toute façon, vous pouvez poser des questions. À la limite, on y reviendra. On vous laisse réfléchir. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, un petit exercice d'introspection. On vous a préparé un petit sondage. Alors, le petit sondage, vous allez pouvoir soit flasher le QR code qui est à l'écran, soit, je pense que Pascal va vous mettre le lien. Dans le module conversation, vous avez à l'instant le code d'accès au sondage. Vous cliquez dessus et ça va être un Google Form à remplir. Donc, voilà. Et puis, donc là, en fait, il n'y a pas de vérité. C'est juste pour vous, par rapport à ce que vous venez de voir et d'entendre, comment vous vous situez et comment vous souhaitez agir dès demain. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour remplir ça, puis on regardera ensemble les résultats. Je vous affiche à l'écran les questions du sondage. Donc, dans le module conversation, encore une fois, vous cliquez sur le lien, vous avez exactement ce qui apparaît à mon écran. Vous remplissez juste votre adresse mail. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'accéder aux questions du sondage. Les questions concernent vous et votre organisation. La première question, arrivez-vous aisément à faire la différence entre gaspillage, Muda et valeur ajoutée dans vos processus à travers votre organisation? Donc, si vous côté à gauche, ça veut dire que vous avez beaucoup de mal à faire la différence, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans votre culture de faire la différence entre gaspillage, valeur ajoutée, etc., ou vous ne posez pas forcément réellement la question, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage actuellement dans vos processus. Et au plus vous cotez vers la droite, eh bien, au plus vous pensez avoir l'œil, ou dans votre organisation, il y a une culture de Muda, valeur ajoutée, etc., et qui est proche de l'excellence. Deuxième question, ça concernera les standards. Vos standards permettent-ils de garantir la satisfaction du client et le SQCDM? Donc, côté à gauche, très faible, côté à droite, excellent. Ensuite, vous avez une question sur le management visuel pour rendre évident vos standards. Utilisez-vous le management visuel pour rendre évident vos standards? Donc, côté à gauche, très faible, non, pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture de votre entreprise.
Et quand on côte à droite, oui, il y a du management visuel partout, c'est utilisé à bon escient et c'est même confirmé par certains processus en termes de mode de surveillance. Ensuite, vous avez une question sur le pilotage de la performance. Donc, comment évaluez-vous la qualité du pilotage et de l'animation de vos performances? Donc, côté à gauche, très faible, côté à droite, excellent. Avant-dernière question, pratiquez-vous régulièrement des activités rapides de résolution de problèmes en PDCA? Donc, pas forcément ou très faible à gauche, excellent à droite. Et dernière question, comment évaluez-vous votre capacité à embarquer les équipes? Donc, très faible à gauche, côté 1 ou 2, vers le 1, et excellent vers la droite. Donc, encore une fois, vous cliquez dans le lien dans la conversation et vous pouvez répondre aux différentes questions de ce sondage. Et d'ici quelques instants, on va pouvoir débriefer ensemble et en même temps voir la répartition des réponses. En attendant, Pascal, il y a quelques personnes qui nous quittent. Il commence à y avoir des questions. Ouais, et juste pour les personnes qui nous quittent, si tu peux mettre le lien vers le questionnaire de satisfaction. Tout à fait. Voilà, je te remercie. Et effectivement, vous n'avez pas évoqué les Pokayoke. Alors, on commence à avoir pas mal de questions, donc ça c'est intéressant. Alors, je te laisse répondre sur les Pokayoke ou tu veux que je réponde? En fait, la notion de Pokayoke, donc système anti-erreur ou error proofing, en effet, ça intervient en résolution de problèmes. On n'est pas forcément volontairement rentré dans le détail de l'approche PDCA. Donc, les Pokayoke, ce sont des systèmes d'anti-erreur qui permettent d'éviter de faire des problèmes et donc éviter que le problème revienne, donc qui permettent. C'est un des outils qui permettent de prévenir la récurrence des problèmes, en effet. Merci. Juste, alors, François, juste pour compléter ce que tu dis, Pascal, en fait, on a un peu 3 étapes dans la manière de gérer les problèmes dans une entreprise. La toute première étape, ça consiste à être en capacité de déceler les problèmes. Et là, on est juste dans du contrôle, en général, du contrôle final pour protéger le client. On a une deuxième étape qui est un peu ce qu'on vous a présenté là, qui est effectivement la capacité à résoudre des problèmes. Et pour moi, le Pokayoke, il intervient dans une troisième étape. C'est-à-dire qu'à force de résoudre des problèmes, on est en capacité de mettre en place les Pokayoke. Alors pour l'ensemble des personnes, les Pokayoke, c'est un système de détrompeur. C'est quelque chose qui va rendre l'erreur impossible. Donc la première chose, je suis capable de voir les problèmes. La deuxième chose, je suis capable de résoudre les problèmes. Et finalement, en troisième step, c'est je suis capable de faire en sorte que le problème n'arrive plus jamais. Mais effectivement, ça fait partie de l'ensemble de la démarche de résolution de problèmes. Nous avons une question sur quelle est la différence entre standard et bonne pratique. Je te laisse la main, Pascal. En fait, il y a très peu de différence, voire pas du tout. Le standard, on va dire que, à mon sens, c'est la formalisation de la bonne pratique en tant que telle. Voilà, une bonne pratique, quand qu'elle permet d'atteindre un résultat dans un processus, on va dire bon du premier coup, avec le moins de consommation de ressources possible et le moins de gaspillage, il vaut vraiment le coup de la formaliser sous forme d'un standard. Sachant que, Laurent l'a expliqué, en termes de standard, ça peut prendre différentes formes possibles et avec tout le monde, on va dire que digital qui se développe, eh bien le standard également peut être de manière très originale. L'idée étant qu'on puisse s'y référer quand on a un doute, on puisse l'utiliser comme élément de formation et également on peut très facilement le retrouver quand on veut appliquer une bonne pratique et quand il y a eu des problèmes ou autres, généralement on se réfère au standard afin de voir si déjà le standard est existant et si le standard a été respecté. François, le PDCA est un outil couramment utilisé dans le secteur automobile. Je travaille désormais dans le ferroviaire et une petite structure. Le top management résonne trop en mode pompier, à mon grand regret. En effet.
très focus, un focus trop fort sur les résultats court terme engendre un monde pompier en fait, une action-réaction comme disait Laurent juste avant. Alors, juste, François, ce qu'on peut vous conseiller dans un cas comme ça, c'est en fait ce qu'on vient faire chez nos clients, c'est de faire ce qu'on appelle de la démonstration, quoi. C'est d'essayer, dans la mesure du possible, de mettre en place une petite équipe, de faire une résolution de problème sur un problème relativement simple. Commencez pas par un problème qui n'a pas été résolu depuis 15 ans, mais voilà, sur un petit problème simple, on commence à mettre en place la résolution de problème, on le fait proprement, et puis ça marche, et puis il y a des gens qui vont se rendre compte que ça fonctionne, et puis que ça ne revient pas, et au fur et à mesure, on en fait un, on en fait deux, et ça a une valeur de démonstration, et finalement, c'est un peu comme ça qu'on fait adhérer de plus en plus de monde. Mais c'est vrai que en plus, quand ça vient du top management, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat et on est confronté à ce genre de choses assez régulièrement. Laurent, je te propose qu'on débriefe les réponses au sondage. Alors, dans votre organisation, arrivez-vous à faire aisément la différence entre MODA et valeur ajoutée? Donc, on a une sorte de première gaussienne avec plutôt une médiane aux alentours de 7. Voilà, donc on est quand même assez étalé en termes de réponses. Voilà, donc c'est pas des choses qui sont évidentes à voir. C'est un œil sur lequel il faut s'exercer pour voir ces gaspillages, sachant qu'une des clés, c'est ce qu'expliquait Laurent, c'est se poser la question, mais au service de quoi est mon processus? Quels sont mes clients? Qu'est-ce qui apporte de la valeur? Et donc, qu'est-ce que je vais devoir identifier facilement comme étant un gaspillage? Donc, c'est un entraînement qui prend pas mal de temps et qui est vraiment très bénéfique à la fin. Vos standards permettent-ils de garantir la satisfaction de vos clients et le SQCDM? Donc là, pareil, assez intéressant, assez flat comme histogramme. On va dire avec le médiane entre 6 et 7. Donc voilà, pas forcément évident. L'erreur type que l'on voit, c'est que finalement, on met du standard pour dire domaine de standard et ça devient, on confond standard et on va dire, avec tout le respect que j'ai pour cette fonction-là, système qualité, on veut tout formaliser, mais finalement, on s'éloigne de l'essence même du standard qui est finalement garantir que la bonne pratique se fait en vue de garantir la satisfaction du client. Si tu veux ajouter quelque chose, Laurent, n'hésite pas. Oui, non, mais Alors, utilisez-vous le management visuel pour rendre évident vos standards? Donc, 4 personnes ont répondu 7 et on a également un étalement des pratiques. Voilà, donc un des enjeux du management visuel là-dessus va être voir facilement les écarts au standard et voir si le standard a été respecté ou encore respectable. Voilà, donc on a un étalement des réponses qui ressemble également à la question d'après. Comment évaluez-vous la qualité du pilotage et l'animation de vos performances? Donc là, on a clairement une médiane à 6. Avec un étalement, voilà, donc en fonction des pratiques dans vos entreprises. Et enfin, on avait également pratiqué régulièrement des activités de résolution de problèmes en mode PDCA, donc médiane à 6. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes et ça rejoint un petit peu la question de François, le monde pompier qui s'oppose quelque part à l'activité de résolution de problèmes en mode PDCA. Juste un petit point, on voit d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a à peu près la même répartition sur les deux questions là. Le pilotage de la performance ne va pas sans la résolution de problèmes et vice-versa. Et c'est-à-dire que les deux s'alimentent. C'est-à-dire que quand vous commencez à piloter la performance, vous allez trouver des problèmes puisque les problèmes, c'est la dérive de la performance, quelque part, donc, que ce soit une performance qualité, coût ou délai. Et donc, vous allez être amené à résoudre. Et c'est la résolution de ces problèmes qui vont générer de nouveaux standards et qui vont permettre de, à nouveau, piloter la performance. Donc, il est important de voir que c'est un système global de management de la performance où on va à la fois avoir ce management de la performance dans des rituels et puis une résolution de problème qui sera dans un processus un petit peu à côté, mais les deux s'alimentent et ne vont pas l'un sans l'autre.
Alors, la dernière question, comment évaluez-vous votre capacité à embarquer des équipes? Donc là c'est super, on a une tendance plutôt entre 7 et 8 en termes de médiane. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que vous êtes aussi des acteurs au sens où c'est aussi votre rôle d'embarquer les équipes. Et donc ce soir, on avait pas mal de représentants en termes de fonctions dans l'entreprise, donc ça c'est également intéressant. Voilà. Juste, il y a une Alors, question Batman. L'amélioration continue semble toujours être une tâche supplémentaire pour les opérateurs sur machine. Comment pourrais-je les convaincre et choisir les bons termes sans paraître trop théorique? En fait, là encore, hein, ça va être dans la démonstration. Alors, c'est vrai qu'il y a, je dirais, moi, dans les expériences qu'on a chez nos clients, oui, il y a un petit moment où effectivement, eh ben, vous allez commencer à faire des tâches pour éliminer les Muda. Ils ne sont pas encore éliminés, donc c'est un peu, moi je prends souvent cette image d'amorcer la pompe. Et quand vous amorcez la pompe, vous n'avez pas encore tiré de l'eau et il faut ramener de l'eau. Alors avec le temps, c'est vrai que il y a un moment où on va effectivement augmenter, en fait, ça va être une tâche supplémentaire, mais très vite. Et c'est pour ça qu'encore une fois, hein, l'intérêt de la démonstration est de commencer par des petits chantiers, mais très vite, vous allez voir que le gain qu'on va avoir va être très supérieur au temps qu'on va avoir à investir. Et puis, comme la pompe, à un moment, on va commencer à puiser. Moi, j'ai souvenir d'un chantier où on se demandait comment on allait trouver le temps de faire de l'auto-maintenance. Et puis, finalement, en faisant l'auto-maintenance, qui tous les jours impliquait de mettre 8 minutes à vérifier une ligne, eh bien, on s'est rendu compte qu'en divisant le taux de panne par 4, on avait largement gagné les 8 minutes dont on avait besoin. Alors, c'est vrai qu'au début, on a besoin d'amorcer un peu cette... Pour compléter ce que tu dis, parce que je connais bien aussi l'entreprise dans laquelle Atman intervient, donc aussi les enjeux dans votre environnement également, ça va être comment, à travers également mes activités d'amélioration continue, j'arrive à retirer les épines des pieds de mes opérateurs. C'est-à-dire que certes, vous allez améliorer la productivité, les rebuts, etc., mais comment aussi également je vais améliorer leur environnement, leurs conditions de travail, les éléments qui les embêtent finalement tous les jours. Et donc, comment j'arrive à faire une relation évidemment gagnant-gagnant et sur lesquelles j'arrive à les impliquer pour que également on arrive à ils trouvent aussi par eux-mêmes les solutions, ils s'impliquent dedans. Si les solutions viennent du terrain, il est clair que ça sera, on va s'éloigner des concepts, on va dire théoriques, comme tu le mentionnes, Atman, et également ça va permettre justement de les embarquer quelque part dans ce genre de démarche. On revient à la présentation pour conclure, Laurent? Très bien, on va conclure, effectivement. Alors, juste vendredi prochain, si vous le souhaitez, webinaire éveil à l'animation continue. Pardon, excusez-moi. Vendredi prochain, si vous le souhaitez, le webinaire l'utilisation des émotions. Avec Pascal, que vous retrouverez, mais aussi Mathieu et Sandrine, Sandrine étant une de nos coachs. C'est le dernier webinaire d'un triptyque qu'on a fait. Donc, il y en avait un sur le management de la performance et un la semaine dernière sur la résolution de problèmes. Ces deux webinaires, vous pourrez les visionner. Je pense que Pascal va vous envoyer les liens, mais vous pourrez les visionner en replay puisqu'ils ont été enregistrés. Et donc, vendredi, c'est sur l'utilisation des émotions et comment on va faire avec les émotions qui sont en train de se passer avec des gens qui vont avoir du stress, de la peur, etc. Donc, je pense que ça va être un webinaire très intéressant. Vous pouvez vous inscrire. On a aussi des ateliers de co-développement. On a une formation Lean Six Sigma qui va démarrer la semaine prochaine. Une formation résolution de problèmes à distance qui va être, qui a lieu le 4 mai. Vous pouvez vous inscrire. Et puis, on vient de terminer une offre de reprise d'activité. Si vous voulez redéfinir, si vous avez dû arrêter l'activité, et si vous avez besoin d'un protocole de reprise d'activité, ce qu'on appelle le PRA, on peut vous aider et vous accompagner. Voilà, donc on va vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, je vous ai mis dans la module de conversation le lien pour s'inscrire au webinaire de vendredi si vous ne l'avez pas encore fait, et également le lien vers le questionnaire de satisfaction qui nous permet également d'activer notre propre système d'amélioration continue. On est disponible pour continuer les différentes conversations initiées via nos messageries LinkedIn sans problème. Et donc sinon, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt.
À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Moi, je n'ai jamais pu accéder au lien ni répondre. En fait, je suis coupée. C'est marqué, donc seuls les membres de l'équipe peuvent discuter, demander au propriétaire de vous ajouter comme membre. J'ai le même cas. Au lien. Pardon? J'ai le même cas. Je vous soutiens. Ouais. Je me suis déconnecté et là, en me reconnectant, je vois que j'ai accès à une messagerie. D'accord. Je viens juste de le faire à l'instant parce que j'ai pas pu. Ok, parce que j'ai pu avoir accès à rien du tout. Donc, comment je fais? Je me déconnecte et vous serez toujours présent pour récupérer le lien. Sur le lien vers l'inscription webinar, madame, ou bien sur le questionnaire de satisfaction? Pardon? Oui, c'est quel lien auquel vous n'arrivez pas à accéder, madame? C'est vrai que j'ai pas pu avoir le questionnaire, j'ai pas pu avoir non plus le questionnaire satisfaction. En fait, je n'ai absolument rien de ce que vous avez dit dans la discussion. Alors, d'accord. Et quand vous cliquez sur le module de conversation, vous ne voyez pas les liens, c'est ça? Ouais, je ne peux pas. Je ne peux pas, en fait, c'est désactivé. D'accord. Et vous êtes connecté avec le mail initial d'inscription? Oui. Oui. D'accord, ok. Bon, dans tous les cas, on va vous envoyer par mail le PDF de la présentation et d'ici quelques jours le replay. Et vous avez tous les liens dedans, en fait, dans les mails qu'on va vous envoyer. Comme ça, vous aurez accès à tout. Il reste encore, évidemment, alors le nombre de places n'est pas limité, de la place pour le webinaire de vendredi. N'hésitez pas, hein, c'est extrêmement intéressant. Vous allez avoir un dialogue entre consultant et coach et c'est vraiment passionnant. D'accord. En tout cas, c'est vrai que si j'ai le lien, j'irai complètement. J'ai bien apprécié ce que vous avez fait. C'est clair, c'est net. Enfin, c'était super chouette. Merci. Bon, merci beaucoup en tout cas de votre retour. Merci. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Merci bien. Au revoir. Au revoir.